Très bien, bonjour à tous. Du coup, je suis Mehdi Mounsif. Je travaille pour une société de ESN qui s'appelle Acodis, qui est pas loin d'ici, mais c'est mondial. J'ai un doctorat en apprentissage par renforcement, donc c'est une branche d'IA un peu spécifique qui est actuellement très en vogue. Euh, j'ai fait ça après un diplôme d'ingénieur en génie civil que j'ai quitté parce que je détestais le fait de ne pas pouvoir travailler tout seul. Et donc je suis passé par un master robotique, ma thèse, et là du coup ça fait 5 ans que je travaille dans l'industrie. Voilà, je suis le responsable technique du département R&D pour la partie IA. Donc, voilà. Je diffuse un peu d'informations, je crée des prototypes, je participe un peu aux avant-ventes pour guider les forces commerciales vers là où il y a des vraies opportunités. Et du coup, tous ces travaux en fait, ont amené pas mal d'expériences, de prototypes, de vraies concrétisations. Et du coup, c'était pour diffuser un peu l'information parce que je pense que ce paradigme, il est sous-représenté dans le discours. Et du coup, j'essaie d'éveiller les consciences sur ce point-là. Et ambassadeur IA, ça veut dire quoi? Ah oui, Ambassadeur IA, du coup, c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement, le précédent gouvernement, qui est reconduit actuellement avec la nouvelle ministre Anne Le Henioff, je crois. Et pardon. Enough, ouais, ouais. Et donc l'idée, c'est en fait de diffuser l'information un petit peu vers les TPE, PME, pour les aider à enjamber la fracture numérique, en se servant un peu de l'IA comme d'un un cheval de Troie en fait, parce qu'il y a une vraie il y a une pression, il y a une intensité sur le sujet, et donc de leur amener de l'information, de filtrer un petit peu aussi ce qui est pertinent de ce qui l'est moins, et voilà. Donc ta mission, c'est d'évangéliser. Un petit peu, oui, c'est ça. Diffuser l'information, participer à des workshops, le dimanche, le vendredi matin, de préférence. Non, je suis aussi. Très bien, voilà, donc je vais vous présenter un peu mon expérience sur ce sujet. Donc je vais commencer par une petite métaphore. Ensuite, vous expliquer un peu la démarche que j'ai fini par concevoir. Et à la fin, il y aura quelques exemples et une démo pratico-pratique. Voilà, mais commençons par une devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre les donneurs de reins au Royaume-Uni et la ville de Königsberg? C'est bien parce que sinon ça m'aurait cassé mon narratif. Alors la ville de Königsberg, actuellement c'est Kaliningrad. C'est une ville qui est en Russie. Et donc c'est une ville portuaire qui est au-dessus d'une rivière. Et en 1700, c'était une ville qui était relativement riche. Et donc elle était tellement riche que les gens ont commencé à construire plein de ponts. Donc c'est une ville qui se retrouvait avec 7 ponts. Et à l'époque, les gens, ils avaient un petit jeu. En fait, ils essayaient de savoir s'il était possible de traverser en fait chacun des ponts de la ville, mais en ne passant, enfin par chacun des ponts qu'une seule et unique fois. Tout le monde avait son heuristique, sa méthode, ses théories, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui s'appelle Euler. Peut-être que vous connaissez le nom, mais c'est un mathématicien très célèbre. Et Euler, en fait, il a prouvé que c'était impossible. Et comment est-ce qu'il a fait pour le prouver? Déjà, il a abstrait tous les détails. Il a dit, allez, on enlève la ville, on enlève tout. En fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de relier des points. Donc, il a fait ça. Et en fait, ça, c'est la base de ce qu'on appelle la théorie des graphes. Et voilà, donc il a posé ce truc-là. Et en fait, il a prouvé, parce qu'il y a une question de degré de nœud, que c'était impossible de résoudre le problème du coup de Königsberg. Quel est le lien avec les donneurs de reins au Royaume-Uni? Alors, pour comprendre, il faut comprendre un petit peu le principe du don de reins. En gros, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un a besoin de reins, des fois, dans sa famille, il y a quelqu'un qui est disposé à lui donner. Sauf qu'il y a une incompatibilité biologique. Et donc, en fait, ce qu'on crée, c'est des chaînes ou des cycles où, en fait, on va trouver un donneur altruiste qui va donner à cette personne, et la personne qui était disposée à lui donner, elle donne à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, on peut créer comme ça des chaînes qui vont jusqu'à 4 ou 5, 4 maximum au Royaume-Uni, par exemple. Et c'est un problème qui est extrêmement complexe. Parce que c'est pas facile à faire, il y a des questions de timing, il y a des questions de compatibilité, enfin c'est vraiment pas facile. Et par contre c'est un problème qui est très important, parce que quand quelqu'un meurt en général il n'est pas content, et ça a un impact en fait sur tout ce qui l'entoure, ça va avoir un impact sociétal, financier, économique et tout, donc de préférence on préfère éviter ce genre de choses. Et bien en fait c'est ça le lien avec, en gros ça ressemble un petit peu à ce genre de graphe mais en beaucoup plus compliqué, et en fait c'est ça le lien avec les ponts de Königsberg. Parce qu'en fait cette technique là, cette résolution, elle passe par une formalisation sous forme de graphe qui permet d'avoir ensuite une optimisation sous contrainte. Je rentre pas dans les détails techniques, c'est un peu lourd, mais en gros, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir qu'il y a eu quelqu'un, quelque part, qui a réglé un problème qui n'avait rien à voir, qui a développé une technique mathématique très puissante, et en fait, cette technique maintenant, elle permet de résoudre un problème qui, pour la société, a une valeur colossale. Ben, en fait, moi, c'est ça mon pitch. Je commence par la conclusion, comme ça, si à la fin vous décrochez. Mais mon pitch, c'est ça. En fait, l'avantage compétitif des entreprises, quelque chose qui est robuste, qui est tenable, et ainsi de suite, c'est une capacité, en fait, ça sera octroyé aux organisations dont les individus, les collaborateurs, sont capables, d'un, d'identifier les problèmes pertinents, et deux, de les formaliser.
Parce qu'en fait, l'humanité, depuis longtemps, elle a développé des méthodes qui sont très puissantes, qui sont très efficaces, qui sont transparentes, qui sont déterministes, qui tournent sur un CPU, qui sont efficaces, et ainsi de suite, et qui permettent en fait de résoudre des problèmes qui sont très coûteux, comme ce truc-là du don de rein. Et donc, si on fait ça, en fait, on va pouvoir créer des systèmes qui sont très efficaces. Et donc, pour répéter et symboliser, donc en gros, on a le monde réel qui est chaotique, qui est un peu brouillon, qui n'est pas clair. Et en fait, la valeur, c'est de dire, moi, j'ai une expertise, j'ai une culture technique, je connais des choses, j'ai des connaissances, et bien en fait, je vais faire un choix. Je vois le monde réel, je me dis, cette situation, en fait, elle me rappelle ça parce que... Voilà. Il faut avoir un peu de culture technique pour faire ça, mais c'est faisable. Une fois qu'on a fait ça, donc en fait, on a fait un choix, on a fait une formalisation, d'accord ? Et en général, cette formalisation, elle est possible, mais ce qui la rendait impossible à implémenter, en fait, c'est qu'on a beaucoup de mal à passer du monde réel, qui est non structuré, à des données structurées que l'ordinateur sait traiter. Bah, c'est ça le rôle de l'IA. Le rôle de l'IA, et l'IA générative en particulier, c'est ça. C'est de passer d'une donnée instructurée, une image, du texte, quelque chose, à une donnée structurée qui correspond à un format que moi j'ai choisi parce que je sais comment je veux résoudre le problème. Et une fois que j'ai fait ça, bah, du coup l'IA elle me sort des données structurées. Ça me permet d'utiliser ma résolution mathématique qui peut être très simple, hein, ça peut être une boucle, ça peut être n'importe quoi, jusqu'à des choses plus compliquées d'optimisation linéaire, et ainsi de suite. Et paf, ça fait des chocs à pic. On a donc de la performance. Là, on va du coup pouvoir ça fait appel à ces méthodes mathématiques qui donnent de la performance, qui sont fiables, qui tournent sur CPU, qui sont transparentes, qui sont. Voilà. Et donc là, peut-être que vous vous demandez, mais cette partie IA, est-ce que c'est des AI agents? Alors, avant de vous répondre, je vous propose une expérience de pensée. Imaginez qu'un jour, dans pas longtemps, il y a un modèle d'IA qui sorte. Okay, et ce modèle d'IA, il est AGI, d'accord, enfin, il est trop intelligent. Il fait n'importe quoi. Quelle que soit la question que vous posez, il va raisonner, il va réfléchir, il va aller sur Internet quelque chose, et à un moment donné, il va donner la bonne réponse. Okay, donc, on a ce modèle d'IA. Et maintenant, imaginez que, suivant le modèle de business actuel, bah, ce modèle d'IA, il soit rendu disponible à tout le monde. Okay, tout le monde peut aller sur Internet, passer par l'API, poser des questions à ce modèle, et il répond comme il faut. Dans ce contexte, qui est-ce qui gagne? Au sens, qui est-ce qui gagne des parts de marché? Qui est-ce qui gagne en soutenabilité? Qui est-ce qui gagne en efficacité? Qui est-ce qui augmente ses marges? Ainsi de suite. Suivant le modèle capitaliste, c'est une question ouverte. Non, mais, si vous voulez, mais... Alors, oui, mais peut-être plus largement, en fait, c'est globalement ceux qui, suivant la loi stellaire du capitalisme, c'est ceux qui permettent d'avoir la meilleure performance au meilleur prix. Donc rien ne change. Ceux qui vont avoir le meilleur rapport qualité-prix, ils vont gagner les marchés et ça va gagner. Et donc la question c'est, qui est-ce qui va pouvoir offrir le meilleur rapport qualité-prix? Effectivement, il y a ceux qui ont la base, c'est-à-dire ceux qui ont le coût par token le plus bas. En gros, ceux qui ont à la fois les modèles et les moyens de calcul. Donc ça, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Amazon, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas bon. Là, on n'est pas gagnant. Il y a une deuxième possibilité, c'est ceux qui sont capables d'employer des connaissances domaine pour guider le modèle. Pour un même problème, un même modèle, si moi je dis optimise et le modèle il doit réfléchir pour comprendre de quoi je parle, comment est-ce qu'il faut le faire et ainsi de suite, versus quelqu'un qui dit optimise en faisant ça parce que j'ai de l'expertise domaine, bah là le modèle il va moins réfléchir. Donc, ça va? Il va utiliser moins de tokens, donc il sera moins cher, plus d'efficacité, c'est lui qui gagne. Dernière possibilité, et elles ne sont pas exclusives, hein, on peut faire partie des 2 ou des 3, c'est ceux qui peuvent utiliser le système pour créer des structures plus efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain je fais face à un problème qui est compliqué, j'utilise mon modèle trop puissant pour résoudre le problème, en fait, si après-demain j'ai un problème qui lui ressemble un peu, c'est dommage de redépenser toute cette puissance de calcul pour essayer de recomprendre le problème. Peut-être qu'une fois que j'ai fait ce problème, je trouve des heuristiques, je trouve des fonctions, je trouve des espèces d'éléments qui me permettent de prendre l'autoroute, parce que je connais ce problème. Okay, donc en gros, c'est créer des structures qui minimisent l'utilisation de l'IA. Donc, pas des agents IA. Voilà, en gros, c'est ça. C'est si j'ai un peu d'expertise, si je connais mon problème, et au final, c'est important de connaître ces problèmes, on en reparlera juste après, en fait, je dois minimiser l'utilisation de l'IA. Je vais peut-être avoir besoin de l'IA de manière chirurgicale, à des endroits, parce que j'ai besoin de passer d'une donnée non structurée à une donnée structurée, mais j'ai pas besoin qu'il y ait un truc qui réfléchisse en me disant « Tiens, c'est un nouveau problème. » Non, en fait, je connais le problème, c'est pas un nouveau problème, je ne fais pas ça. Bon. Ça va jusque-là? Très bien. Bon, alors, est-ce qu'en 2025, on a le droit de dire qu'il ne faut pas utiliser des AI agents? C'est la thématique, c'est partout, c'est le truc qui va transformer l'économie. Et donc, du coup, je voudrais vous donner en fait une vision un peu, pas globale parce que sinon ça prendrait des heures, mais un peu plus large pour que vous compreniez d'où vient ce narratif. En gros, dans l'IA, il y a 2 biais structurants actuellement. Il y a le biais du scaling et le biais de l'anthropomorphisme. Il y a plein d'autres problèmes, mais ceux-là, ils sont vraiment dimensionnants.
Et en fait, le biais du scaling, c'est... alors c'est un petit peu complexe, hein. En IA, il y a eu... J'ai fait cette frise pour vous et après je l'ai mise trop petite, mais ça m'a pris du temps. Hein. Ouais. Bon, l'histoire de l'IA, elle est très complexe, hein. Il y a eu des hauts, des bas, des hivers, des âges d'or et ainsi de suite. Et là, actuellement, on utilise... Donc l'âge d'or qu'on vit actuellement, il s'appuie sur une technique qui dépend d'un petit ensemble, qui dépend d'un plus grand ensemble. Enfin, c'est vraiment un petit truc dans un ensemble d'idées. Et cet ensemble d'idées, en fait, il a pris plus de place, il a en fait complètement éclipsé les autres à partir de 2012, lorsqu'il y a eu des résultats, et aussi parce qu'en fait, il dépend d'une minorité de personnes. Donc là, vous reconnaissez Elon Musk. Je ne sais pas si vous connaissez, lui, c'est Demis Hassabis, et là, c'est Nick Bostrom. Mais en gros, Nick Bostrom, en 2014, il a écrit un bouquin sur la superintelligence. Et en fait, ça terrifie Elon Musk, qui se dit qu'il ne faut pas que Google et Demis Hassabis y arrivent avant. Donc il décide de fonder en fait un laboratoire, c'est OpenAI, qu'il a fondé en 2015 avec Sam Altman. Et en fait, bon, on ne le voit pas très bien, mais en gros, tous les chefs scientifiques, et en fait, il y a eu toute une génération de chercheurs qui découlent de Jeffrey Hinton, qui en fait est un connexionniste, quelqu'un qui ne croit qu'à la backpropagation. Il a fait des contributions immenses, hein, ne vous méprenez pas sur le respect que j'éprouve pour Jeffrey Hinton, mais c'est quelqu'un qui a une vision un peu centrée sur ce qu'on appelle du coup le deep learning et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui a eu des résultats immenses, et une des raisons pour lesquelles en fait ça a pris autant de place, c'est que donc d'une part il y avait ce biais culturel, mais aussi parce que en fait le deep learning réagit mieux que les autres techniques d'une manière générale à l'accroissement de données, à l'accroissement de calcul et ainsi de suite. Et quelque part pour les investisseurs, en fait pour les gens qui sont prêts à payer, Google et ainsi de suite à l'époque, il y a c'est ce que j'écris là, une illusion de proportionnalité. C'est plus je dépense, plus je peux prédire. Enfin, en gros, je sais que si je dépense beaucoup, je vais avoir beaucoup de résultats. Et ça, c'est beaucoup plus attractif pour des investisseurs que, bon, bah, je vais payer des chercheurs dans un labo, peut-être qu'ils trouvent, peut-être qu'ils ne trouvent pas. Donc, en fait, c'est une technique qui a pris de plus en plus de place, hein. Il y a eu une uniformisation des façons de penser, une uniformisation des techniques, des architectures. Avant 2017, le transformer, il y avait plein de techniques pour, en vision, en langage et tout. Maintenant, tout le monde utilise la même architecture. Ça change un petit peu, mais voilà. Bon bref, en gros, globalement, c'est un narratif qui prend de la place, les gens s'engagent dans une voie, et après ça génère des espèces de dynamiques de course, à la fois au sein des pays, parce qu'il y a des boîtes qui sont tout en train de faire le course pour avoir l'AGI, et plus largement au niveau international, parce qu'en fait on a peur que la Chine rattrape les gens, et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse en fait des politiques publiques d'investissement, de construction d'infrastructures et tout, et en fait on se retrouve avec des dépendances financières, enfin des interdépendances financières, qui se comptent en trillions. Donc il y a un narratif. Et donc en fait maintenant, donc il y a eu beaucoup de dépenses. Les revenus sont très largement inférieurs aux dépenses, mais genre de l'ordre, je crois que c'est 25 fois, ou entre 15 et 25 fois. Donc il y a encore beaucoup de marge à avoir. Et du coup, en fait, il y a besoin d'avoir un narratif pour convaincre les gens, leur dire attendez, ça va être le prochain truc, vous allez voir, c'est ça qui va transformer l'économie. Et le narratif actuellement, c'est celui des agents IA qui vont atteindre un niveau intellectuel supérieur aux humains, qui vont du coup accélérer la recherche IA en elle-même, et en fait, on va avoir une explosion. Mais bon, c'est un peu de la folie. Là, par exemple, vous avez l'action de Google qui a perdu 100 milliards et regagné 100 milliards en l'espace de quelques heures. Et pour vous donner un exemple, là, je l'ai lu ce matin, Michael Burry, qui est le gars qui a fait de Big Short, il a shorté Nvidia et il est sorti du marché parce que bon, il sent que ça sent pas bon, et en fait, effectivement, vu les montants qui sont engagés, les interdépendances, il faut être prudent. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, il y a des gens qui ont intérêt à pousser ce narratif des agents. De l'autre côté, il y a ce biais d'anthropomorphisme. Encore une fois, hein, il y a vraiment, si vous lisez le bouquin de Empire of AI de Karen Ao, ça se voit très bien. En fait, vraiment, la tendance actuelle en IA, elle dépend d'un petit groupe de personnes, mais qui se comptent en dizaines. Et ces gens-là, ils sont très largement influencés par la science-fiction des années 80, par une vision très spécifique de l'IA. Et du coup, ça fait donc ce biais où, en gros, on est censé avoir des systèmes d'IA qui nous répondent comme si c'était des humains, qui nous disent pardon, qui nous disent bonjour, ainsi à qui il faut dire s'il te plaît, enfin, ce genre de choses. Et du coup, ça crée des systèmes comme celui-là, où en fait, qui sont très intuitifs, hein. Au final, tout le monde peut utiliser ChatGPT et ainsi de suite, c'est très simple. Mais quelque part, est-ce que c'est ça ce qu'on attend d'un système en production? En fait, là, on est en train de créer des surfaces d'interaction qui sont très lisses pour tout le monde, mais peut-être que des fois, il y a des systèmes qu'on veut contrôler qui ne sont pas comme ça, où il y a besoin de rentrer un petit peu dans le sujet, où il y a besoin d'un peu plus de complexité, parce que c'est nécessaire. Et le fait d'être sur un truc comme ça, où en fait, j'écris un prompt en disant « améliore mon site web », ce qui ne veut rien dire, en fait, qui est extrêmement large, qui est trop flou, fait qu'en fait, en gros, on donne aux gens des outils qui sont un peu superficiels, qui ne permettent pas de vraiment régler des problèmes importants. Voilà. Donc, bon, je suis allé très très vite, mais c'est pour vous donner en fait cette perception qu'il y a des narratifs qui sont poussés et qui ne sont pas forcément l'optimal en fonction de ce que vous voulez faire. Et est-ce qu'il existe des alternatives?
je suis là pour ça. Non, mais je vais vous donner du coup une vision complémentaire et pour que vous puissiez la comprendre et qu'elle ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, je vais vous expliquer un peu d'où je viens et ce que je fais. Donc, je vous ai dit, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Acodis, on fait du consulting, et nous, notre revenu, il vient de 3 trucs. Il vient de ce qu'on appelle le talent. Talent, en fait, c'est vraiment une façon de désigner le prêt de ressources RH. Donc, en fait, il y a des entreprises dans la région qui vont avoir besoin d'ingénieurs. On a ces ingénieurs, on leur prête et ils nous donnent de l'argent. Ça, c'est un business model talent qui n'est pas optimal. Parce que, en fait, les marges se font grignoter par l'offshoring, se font grignoter par plein de choses, par la perception qu'ont les gens de l'IA. Et donc, en fait, il faut se déplacer vers ce qu'on appelle consulting et solutions. Consulting et solutions, c'est être un petit peu au-dessus. Ça veut dire on va régler des problèmes que les gens ne savent pas régler eux-mêmes. Donc, ils vont nous voir avec un problème qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, vu qu'on a une expertise, on va les aider. Ça, c'est bien. Mais du coup, ça implique que, en fait, il faut qu'on ait un niveau technique supérieur. Parce que sinon, ils n'ont pas raison de venir le voir. Ça va ? Très bien. Et donc, il est important pour nous de consolider cet avantage technique. Et du coup, nous, ce qu'on a, c'est une unité qui s'appelle la R&D, dont je fais partie. Et le but de la R&D, c'est justement ça, c'est de produire ces connaissances un peu en amont, plus proche de l'état de l'art, pour qu'on ait cet avantage. Et après, on va voir les entreprises en leur disant, vous ne savez pas régler ça, mais nous aussi, on va vous aider. Et donc, moi, lorsque l'IA générative est devenue un peu plus disponible à partir de début 2023, moi, je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça ce qu'il faut. En fait. C'est peut-être ce vecteur qu'il faut utiliser, l'IA générative, pour accélérer les cycles de production de connaissances au sein de la R&D. Comme ça, je produis mes connaissances plus vite, je les transfère plus vite et je peux monter dans la chaîne de valeur de manière un peu globale. Donc, c'était ça ma perception. Et ben, du coup, j'ai fait exactement ça. Donc, j'ai fait une séquence de prototypes, enfin, plein de protos, plein de tests et tout. Et je vais pas tout vous présenter, mais je vais juste vous donner quelques exemples. Donc là, par exemple, ça, c'était le top de la naïveté. Alors, on était sur le maximum de la bêtise. En gros, ça, c'était censé être un système d'IA qui m'aide à faire des projets de R&D, de A à Z. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne un peu comme ça. Bon, en fait, c'est un peu technique, mais on s'en fiche. En gros, moi, j'arrive, j'ai un système d'IA que j'ai créé. Je lui dis, voilà le projet, voilà la technique que je veux utiliser. Qu'est-ce que tu me proposes ? Voilà. la naïveté la plus totale. Donc, et au final, ça, derrière, j'avais créé tout un espèce de pipeline, une architecture, bref, une plomberie qui, en gros, prenait le truc, générait des idées, choisissait la meilleure idée, le passait à un agent qui fait une planification. Cet agent, il dit aux autres, allez, maintenant, toi, tu fais du code. Maintenant, toi, tu revues le code. Maintenant, Enfin, bref, vous avez ce genre de découpage. En gros, ça ressemblait un peu à ça. Il fait la planification, il l'envoie, lui, il révise, il renvoie la planification, qui renvoie au code, qui écrit le code, qui teste, machin. Résultat, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout, ça reste en surface, ça ne fait pas ce que je veux, parce qu'en fait, il y a trop d'ambiguïté. Je n'ai fait aucun choix, je suis juste en train de dire utilise cette technique, mais il y a 1 million de façons d'utiliser cette technique. Donc ça, c'est pas du tout optimal. Et du coup, j'ai fait tout un tas de prototypes et tout, et en fait, j'ai réalisé que pour que ça marche, il fallait qu'il y ait le moins d'IA possible. Il fallait que l'IA prenne le moins de décisions possible. Moi, je prends les décisions, après, en fait, je crée la structure, et après, l'IA, elle peut intervenir de manière chirurgicale dans les pipelines, mais elle ne prend pas de décision pour moi. C'est un petit peu ce que j'essaie d'exprimer ici. Globalement, dès que vous voulez adresser un workflow qui est de niche, plusieurs étapes, il ne faut pas d'IA, parce qu'il y a peu de données. Et en fait, la spécificité, la granularité que vous voulez adresser, en fait, c'est ça qui protège, justement, qui vous protège, et qui rend l'IA inefficace là-dessus. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Ça va ? Oui. Très bien. Très bien. Donc je vais vous montrer à quel point j'ai poussé la bêtise dans ce truc-là. Alors, ok, donc je vais vous donner le protocole d'un chercheur dans les trucs de R&D. Donc ça, c'est moi. Et du coup, j'étais en train de traiter un sujet lambda. Voilà, il fallait que je fasse une simulation sur un truc, d'accord ? Donc mon travail, c'est d'écrire du code. Quand j'ai un problème à tester, j'écris du code. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Et donc là, je me dis, bah, si ça ne fonctionne pas, je pourrais tester A, je pourrais tester B, je pourrais tester C. Enfin, en gros, j'ai une liste d'idées. Produire cette liste d'idées, pour moi, c'est coûteux parce qu'à chaque fois, il faut que je réécrive du code, il faut que je réécrive des tests, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je me dis, bah, c'est peut-être là que je vais utiliser de l'IA. Il faut tout coder à la mano, de préférence non. Et donc, en fait, ce que j'ai construit, c'est ce truc-là. Alors, ça semble brutal, et laissez-moi vous dire que je ne suis pas arrivé à ça en une fois. Ça, c'est le résultat de plein d'itérations. Donc en gros, moi j'avais mon code, et l'objectif c'est de créer un système à qui je dis rajoute cette expérience, et il écrit le code pour l'expérience. Ok ? Et bien en fait, là ce que vous avez, c'est tout le découpage cognitif que j'ai dû produire pour qu'en fait l'IA puisse faire ça. Ça veut dire que moi j'arrive avec mon idée, je passe mon idée ici, il y a un agent qui voit mon code et l'idée, il dit tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que tu as les fonctions nécessaires pour faire ça ? Oui, non. Si oui, si oui, bah, il essaie de les utiliser. Si elles n'y sont pas, il écrit un autre bout de code. Après, il les réintègre. Ensuite, il les teste. Et ensuite. C'est
pas maintenable. Parce que là, en gros, si j'ai une erreur ici, je ne sais pas si c'est lui, ou si c'est lui, ou si c'est lui, ou si c'est lui, ou si c'est moi. Et ça, c'est pas gérable. À la fin, ça fonctionnait un petit peu, ça permettait de faire des petits trucs, mais c'est jamais fiable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, vas-y, fais cette expérience, je reviens et j'ai mon expérience. En fait, il faut que je re-regarde le code, il faut que je relise les choses, il faut que je teste. Et en fait, c'est juste une perte de temps. C'est vraiment juste une perte de temps. Parce qu'en fait, c'est pas ça la façon dont il faut intégrer l'IA. Et juste pour, pour donner un point de repère, je vois des fois sur YouTube ou LinkedIn des mecs qui présentent ce genre de trucs. Ça, c'est la même chose, hein. Sauf que lui, du coup, il est sur Gmail et tout, mais ça, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est pas maintenable. Quand il y a une erreur là-dedans, on peut pas la retrouver, c'est très compliqué. Et en fait, ce que ça crée, c'est que ça crée une espèce d'uniformisation totale de ce qu'on fait. À la fin, les agents, ils disent tout le temps la même chose. L'IA, elle va en fait faire s'effondrer la diversité du discours. Et bon, bref, je ne recommande pas. Voilà. Et donc, en fait, après tous ces travaux, j'ai compris plusieurs éléments. Et à mon avis, c'est ça la valeur de la présentation que je vais essayer de vous expliquer juste là. Globalement, oui, donc ça, c'est des courbes d'efficacité. En fait, c'est la probabilité cumulative que l'agent il arrive à la fin de la tâche en fonction de la probabilité qu'il a de réussir un pas. En gros, là, c'est le nombre de steps de la tâche. Par exemple, si j'ai une tâche qui a 20 steps et qu'en jaune, c'est 95%, si mon agent il a en gros une chance sur 20 de se tromper d'un pas sur l'autre, si ma tâche elle fait 20 étapes, il a moins de 40% de chance d'avoir le truc. Donc, en production, pour plein d'utilisateurs à grande échelle, c'est la ruine. Bref. Mais du coup, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, en gros, moi, je viens et je donne, quand je donnais en fait la description de l'expérience que je voulais, en fait, l'agent, à chaque fois, il découvre ma base de code. Mais moi, je connais ma base de code. J'ai une expertise sur le sujet, je sais ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je dois laisser, en fait, cette ambiguïté à un autre système pour qu'il infère ce que j'ai fait? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok, bon, n'hésitez pas, hein. Ouvrez les grands yeux si ça va pas. Mais en gros, c'est ça, en fait. En plus, la base de code, l'agent, il la voit comment? Il la voit sous forme d'un fichier texte. Il se prend un fichier texte entier dans le visage. Alors qu'en fait, la base de code, c'est pas juste du texte, c'est une logique. Et ça veut dire que l'agent, en fait, il est censé inférer toute cette logique, comprendre ce que je veux faire à partir de juste ma base de code. Mais c'est très difficile. Et donc, ça laisse une grosse place à de l'ambiguïté, et donc ça introduit des erreurs. Et de là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, il faut imaginer des systèmes qui ne sont pas forcément que du prompt et qui permettent à l'utilisateur d'injecter son expertise. Pourquoi se priver de ce qu'on connaît déjà et augmenter la quantité d'erreurs? Il faut penser des systèmes, peut-être un peu différemment, qui permettent à quelqu'un de dire « Ok, moi, j'ai un contexte implicite, je connais mes contraintes, je sais ce que je suis en train de faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais te laisser gérer que ce que je ne connais pas, ou ce que je ne veux pas gérer, mais pas tout. » Et là, actuellement, ce qu'on voit souvent, c'est que les systèmes, ils sont construits comme ça, en fait, l'inverse. Ça veut dire « Tiens, agent, devine ce que je veux faire. Et au fait, voilà tous les documents de mon entreprise. » En fait, non. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'en fait, le prompt est une interface qui a peu de bandes passantes. C'est très difficile de transférer des contextes implicites, des subtilités via du prompt, juste du code en fait. Le code, quand on écrit une fonction, en fait, des fois, il y a des subtilités qui sont très difficiles à décrire via du texte. Par contre, le code, en fait, la structure, elle est claire. Quand j'écris une boucle en code, il me faut plus de mots pour décrire ce que fait la boucle plutôt que d'écrire le code. Et donc, en fait, c'est une bande passante qui est trop basse. Et globalement, quand j'ai écrit le... Vous avez vu là sur le graphe avec tous les points blancs, tous les points bleus, en fait, ces points bleus s'enchaînent. Et à un moment donné, je me suis posé une vraie question. Vous savez, avec l'IA, on a du multi-turn. Je parle, elle me répond, je parle, elle me répond. Mais quand j'ai cette séquence, comment je mets le multi-turn? Je me suis posé la question, est-ce que l'utilisateur il est censé venir interagir avec chacune des parties, ou est-ce qu'il interagit qu'à la fin, ou comment est-ce qu'on fait ça? Et quelque part, ça remet en question l'uniformité du multi-turn. Est-ce qu'on a besoin du multi-turn? Et en fait, globalement, la question c'est quelle est l'interface avec laquelle je vais interagir avec l'IA? Ça va? Très bien. Et donc la réponse, en fait, c'est au préalable, on ne le sait pas. Au préalable, on ne le sait pas. L'erreur que je vois encore en entreprise, et même des fois chez nous, et ça m'arrache un peu les cheveux, vous voyez le résultat, c'est qu'en fait, les gens conçoivent l'IA comme d'une manière top-down. Ça veut dire qu'il y a un adulte loin qui est en train de dire fais-tu plein de formes. Alors qu'en fait, on ne sait pas quel va être le niveau d'interaction. Les gens qui sont en face de la tâche, ils ont un contexte implicite que l'adulte n'a pas. L'adulte, c'est la personne qui prend les décisions, hein, dans mon vocabulaire. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'eux fassent la tâche,
que eux identifient les structures, que eux identifient en fait quels sont les points de passage, qu'est-ce qui est systématique et où est-ce qu'il y a de l'ambiguïté. Et là, on construit l'interface autour de cette ambiguïté. Parce que en fait, l'ambiguïté, c'est ça qu'ils apportent, c'est la gestion de l'ambiguïté. Alors que la plupart du temps, voilà, c'est des interfaces génériques, on va adresser toute votre industrie avec un agent IA, tu lui mets tes documents, il fait ton travail. Bon, en fait, ça n'est pas réaliste. Et le dernier point, c'est l'importance, en fait, la criticité de l'expertise. La seule chose qui fait la différence, c'est ma capacité, en fait, à comprendre un sujet et du coup à avoir cette subtilité qui va permettre d'aller plus loin ou de créer des systèmes qui sont pertinents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des agents type Deep Research. Non? Un peu. Bon, globalement, en gros, c'est des systèmes qu'OpenAI a sortis un petit moment. Tout le monde a un petit peu cette version maintenant. Et du coup, c'est des systèmes, on leur pose une question, ils vont sur Internet, ils consultent 20, 30 sites et rien avec un rapport de 30 pages. Qui est capable d'absorber un rapport de 30 pages? On n'est pas dans Matrix où ils nous branchent le kung-fu et on apprend le kung-fu. Et en fait, ces rapports de 30 pages, les gens qui vont les recevoir, s'ils n'ont pas l'expertise, ils savent, un, pas poser la question, deux, ils savent pas interpréter la réponse. Et donc, en fait, c'est extrêmement crucial et au final, ça, c'est incompressible. L'humain, il ne peut pas aller plus vite que ce qu'il peut absorber. Et les entreprises, elles seront freinées par ça. Donc en fait, il faut passer du temps, non pas à former les gens sur du prompt engineering, mais former les gens sur en fait, de l'expertise dure, des choses qui prennent du temps. Et après, on pourra contrôler l'IA pour aller plus vite sur ces choses-là, mais ce point-là, en fait, il est incompressible. Voilà, donc ma conclusion avant de passer aux exemples et à la démo, c'est ça, en fait. En gros, pour avoir, à mon sens, un positionnement avantageux sur l'IA et un truc compétitif, en fait, il y a deux axes. Il faut avoir une vision de système, donc pas juste un agent, un truc comme ça, il faut avoir une vision de système. Comment est-ce que je construis des interfaces qui sont haute bande passante et qui vont permettre en fait, à mes utilisateurs de injecter leur façon de gérer l'ambiguïté et systématiser tout le reste, tout ce qui est systématisable. Et au final, il y a beaucoup de choses qui sont systématisables, je vais vous le montrer. Et comment est-ce que je pense la modularité? Ça, c'est super important parce qu'en gros, l'IA, elle est bonne sur ce qu'elle a vu plein de fois sur Internet. Donc en gros, il faut essayer, si on prend des workflows ou des systèmes qui sont de niche, avec des langages experts, avec des trucs comme ça, là en fait, les modèles de langage, ils sont en PLS. Par contre, si on crée des systèmes qui sont assez modulaires, qui sont bien conçus et qui en fait se placent dans ce que j'appelle in-distribution, ça veut dire sur des exemples que l'IA a vus très souvent sur Internet, qui sont disponibles sur GitHub, là elle sera très pertinente. Et du coup, ça veut dire que si vos systèmes sont construits comme ça, après vous pouvez utiliser l'IA pour faire des changements à grande échelle. Et ça, c'est vraiment cool. Et je vais essayer de vous le montrer juste après. Et le deuxième point, donc, c'est l'expertise. Je vais essayer d'illustrer aussi, c'est cette capacité à identifier et à formaliser des problèmes du monde réel et à choisir comment est-ce que je vais les résoudre. Mais choisir de manière intentionnelle, quoi. Voilà, ça va? Oui. Très bien. Ok, je vais passer aux exemples. Je vais vous donner du coup un exemple système. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai interagi avec un service M&A. M&A, c'est Merger and Acquisition, en français c'est fusion-acquisition. Et en fait, donc voilà, c'est des gens qui font des analyses financières pour savoir s'il faut acquérir ou pas une boîte. Et moi je me suis dit, ah trop bien, ça fait une plombe que je fais de l'analyse, de l'aide à la décision, je vais pouvoir enfin appliquer ça. Et bon, je vais passer un petit peu là-dessus, mais en gros, bref, ils ont entendu parler d'IA, ils ont entendu parler de Cloud Financial, ce genre de trucs. Et du coup, en fait, ils sont venus me voir en m'expliquant leurs problèmes. Et grande déception, en fait, leur problème, c'est pas de faire des modélisations compliquées du monde pour savoir si la supply chain d'un pays va affecter telle ou telle entreprise. Non, c'est plutôt on leur fait des présentations, il y a des slides. Dans les slides, il y a l'EBITDA, le revenu, et ils ont besoin d'extraire ça pour le mettre dans Excel. Bon. Et ça, déjà bon, terrible déception pour moi. Ça me fait de la peine que vous rigoliez, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout en fait que ça montre une limitation fondamentale, c'est qu'en fait les entreprises, à travers leurs collaborateurs, elles limitent leur productivité parce que les collaborateurs ne sont pas capables de penser autrement que de manière incrémentale. C'est ok, comment je gagne 5% sur ma tâche? Bon, en fait on s'en fout parce que ça se trouve on peut disrupter le truc quoi. Ça se trouve il faut penser différemment. Là globalement moi ce que j'ai vu c'est que ce service il prend une boîte et il trace une ligne. Il trace une ligne de projection sur les revenus, sur l'habitat. Mais est-ce que le monde est linéaire? Est-ce que quelqu'un avait prévu la guerre en Ukraine, avait prévu ce genre de disruption, avait prévu les tarifs et tout? Non, c'est pas linéaire. Donc tirer cette droite coûte en fait des millions d'euros ou des millions de dollars en fonction de la taille de l'acquisition. Donc c'est pas possible de faire cette modélisation comme ça. Il faut essayer d'être plus précis. Et à mon avis, c'est là que du coup l'expertise avec l'IA peut permettre justement de dire ok, je vais me rapprocher du problème, je vais faire des approximations qui sont moins grossières. Mais bon, peu importe. Moi, on m'a demandé, je ne vis que pour servir, donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé. et donc, je vais vous montrer comment j'ai traité le truc. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Il y a des slides, il y a des decks de slides qui peuvent avoir 50, 100 slides ou que sais-je.
et il y a un Excel qui est fixe. Cet Excel, c'est lui qui trace les lignes droites, c'est lui qui est responsable. Et donc, eux, leur objectif, c'est d'aller plus vite de là à là. Ok, très bien. Donc du coup, là, ce problème, en fait, bon, on rigole, mais ce problème, il est représentatif. Tout le monde a c'est peut-être pas un Excel et c'est peut-être pas des slides, mais tout le monde a ce genre de démarche. À chaque fois que je parle à des gens, ce qu'ils me racontent pour l'IA, c'est ça. C'est l'équivalent de ça. Et du coup, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de choses de manière efficace? Bah, ce truc-là est figé. Il bougera pas. Donc, globalement, là, je sais qu'il faut que enfin, vraiment, c'est trivial, mais il y a une case dans Excel qui s'appelle H11, dans laquelle il faut mettre le revenu 2022. Il y a une case qui s'appelle G11, dans laquelle il faut mettre revenu 2023. Donc ça, en fait, on peut l'extraire en une fois, on regarde le truc, on dit, OK, bah, il y a ces lignes-là à extraire. Très bien. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que, ben, c'est facile d'avoir une fonction qui prend ces slides et qui les transforme, en fait, en images. Et cette image, elle peut être traitée par de l'IA. Donc, en gros, ça, c'est juste une extraction humaine, c'est moi qui l'ai fait une seule fois, pour ce template. Ensuite, j'ai dit, bah, je vais écrire une fonction qui prend ça, qui le transforme en image. Bah voilà, fini. Fini. Parce que du coup, ce que je peux faire, c'est passer du coup l'image à un modèle de langage en lui disant, au fait, il me manque revenu 2022, revenu 2023, revenu machin. Le truc, du coup, il voit les deux. En fait, c'est super facile pour lui d'extraire ces chiffres. Il sort les chiffres. Et voilà. Et après, j'ai un bout de code classique qui prend le résultat du passage sur les slides. Peut-être on peut faire passer 2 fois le modèle de langage pour vérifier que s'il y a une cohérence, s'il y a un conflit entre des valeurs, enfin bref, moi, ça c'est vraiment marginal. Mais à la fin, une fois que j'ai ces éléments, bah, paf, je les projette, ça c'est du code, terminé. Voilà. Et ça m'a pris 45 minutes. Alors que je sais qu'il y a des gens qui auraient pu dire « Ah, vas-y, on va faire un agent, il faut qu'il voit les documents de la boîte et machin ». Bah non, en fait, parce que l'essentiel de la tâche, il est systématique. La seule partie où il y a de la donnée qui est non structurée, c'est là. Et ça, l'IA le traite très bien, ce genre d'image-là. Ça, l'IA, elle est gavée de ce genre de trucs. Donc c'est super facile d'avoir un modèle de langage qui extrait ça, et après construire le système autour pour que ce soit systématique. Vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà. Et en fait, ça, c'est peut-être 80% des cas où les gens pensent à de l'automatisation en entreprise. Et alors, ce qui est important, donc déjà, c'est que c'est super rapide. Donc vraiment, moi, ça m'a pris 45 minutes, c'est fiable. Et ce qui est super important, en fait, c'est que là, ils m'ont présenté ce cas. Mais demain, ils vont me présenter un autre cas. Et est-ce que moi, j'ai envie de gérer tous leurs cas? Non. Parce que c'est pas intéressant. Par contre, ça va être la même structure. Ça va être une source de données, comment est-ce que je la traite, où est-ce qu'il y a de la donnée non structurée, comment est-ce que je la réintègre. Donc en fait, et c'est là que ce que je voulais vous dire par rapport à la modularité, par rapport à la conception des systèmes IA, si ces trucs-là sont bien clairs, sont écrits sous la forme de fonctions bien claires et de modules bien utilisables, c'est super facile du coup de faire intervenir l'IA pour les recomposer, ou les réécrire, ou les ajuster, parce qu'au final, c'est des fonctions que l'IA a vues. Moi, ça, je ne l'ai pas écrit moi-même, ça ne m'intéresse pas cette fonction. Celle-là qui manipule Excel, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc ça, c'est l'IA qui le fait. Et du coup, c'est facile de dire, bah en fait, demain, au fait, c'est pas un Excel, c'est une base de données classique SQL. Bon, bah voilà, bah en fait, tu me changes cette fonction et tu la réintègres comme ça. Et ça, du coup, ça permet, si les gens, parce qu'en fait, c'est ça qui est important, il faut que les collaborateurs se saisissent un petit peu de ça. Mais si les collaborateurs se saisissent de cette idée de, ah d'accord, je comprends ce que ça peut faire, eux, ils vont pouvoir adresser tout leur use case. Plutôt que de dire, ok, on va faire une plateforme commune, ça va prendre un an, ah, en fait, ça marche pas. Enfin, vous voyez, ça, c'est le genre de structure en entreprise qui coûte beaucoup d'argent et qui rapporte rien. Voilà. Un autre cas, après je passe à la démo, c'est de l'expertise. Donc ça, c'est un problème qu'on a réglé il y a un peu plus d'un an. Donc c'est une entreprise pharmaceutique qui, du coup, reçoit en fait des commandes de plein d'hôpitaux. Et elle doit dispatcher ses commandes sur des appareils de production. Elle va avoir, je sais pas, 5-6 usines qui ne sont pas toutes au même endroit, avec des capacités de production différentes, avec des priorités différentes, enfin, bon voilà, ce genre de choses. Et eux, ils ont entendu parler de l'IA, ils nous ont dit, vous pouvez mettre de l'IA là-dessus? Bah ça, c'est pas un problème d'IA. Ça, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire, c'est Operation Research, optimisation combinatoire. Il faut savoir reconnaître les problèmes. Moi, quand ils m'ont parlé de ça, je l'ai vu immédiatement que c'était ce genre de structure. Et au final, ça, on a des techniques, des algorithmes qui sont établis, qui sont disponibles dans des librairies, qui sont vraiment accessibles pour peu qu'on se pose la question. Et ça règle, eux, ils avaient donc des gens qui travaillaient là-dessus, ça leur prenait, je sais pas, 3 jours par semaine, à plusieurs personnes. Ça se règle en 5 secondes. Ce type de problème-là, avec ce nombre de variables, ça se règle en 5 secondes, pour peu qu'on fasse l'effort de le formaliser. Et là, paf, ça tourne, et ils ont le résultat, ça veut dire que ça ouvre plein de choses. Avant, ils avaient une équipe qui affectait tous les trucs, un peu là, ouais, l'hôpital là, je l'aime bien, j'y suis déjà allé, donc je vais lui affecter le truc en priorité. Bon, ils font ça de manière intuitive. Mais la capacité en fait à générer ce truc-là de manière optimale, déjà, ça leur permet de répondre très vite, et ensuite, ça leur permet de générer des scénarios. Ça leur permet de faire des simulations, ça leur permet de tester des choses à un coût qui est quasiment un coût supplémentaire qui est proche de zéro.
Et là, on va avoir une disruption un peu de la qualité du travail. C'est pas juste un gain de productivité, c'est aussi une meilleure agilité, une façon de réagir plus vite, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc le seul enjeu, c'est de savoir dire oh, ça ressemble à un problème d'optimisation combinatoire. Et faire un choix. Voilà, ça c'est important. Et voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Donc en fait, une fois qu'on a. Et souvent, je sais pas, une fois j'ai fait une intervention devant un parterre de DRH et ils m'ont dit mais dis, c'est quoi l'IA pour les RH? C'est la même que pour la supply chain. En fait, c'est de l'affectation de ressources que vous voulez faire. Donc c'est les mêmes algorithmes, c'est la même structure de tâches. Peut-être que votre ressource donnée, ça va être vous, des CV et une logique un peu différente, mais le substrat, la substantifique moelle de la tâche, c'est la même. Donc en fait, si vous avez une boîte qui est un peu grosse, et moi c'est ce que j'essaie de, je pense qu'en interne, c'est ce que je leur dis, c'est un avantage compétitif. Si on a une boîte qui est un peu grosse et qu'en fait j'ai un expert trop fort en optimisation combinatoire ici, j'ai un expert trop fort en quelque chose là, en fait, si je fais en sorte de cristalliser un peu leurs compétences sous la forme d'un algorithme, après je peux me passer ces trucs-là et créer et avoir l'IA en fait en dessus et en dessous pour dire ah tiens en fait mon problème RH j'ai envie de le formaliser comme ça. Reprends cet algorithme, on me fait ça, ça et ça, et du coup, je le résous de manière, en fait, explicite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que souvent, les gens, enfin, pour la RH, par exemple, ils considèrent que c'est dangereux d'utiliser l'IA parce qu'il va y avoir des billets et tout. En fait, c'est normal, il ne faut pas laisser l'IA choisir. Par contre, si on fait l'extraction d'informations, là, on peut avoir des algorithmes qu'on pondère de manière explicite. En disant, je sais pas, je vais mettre plus 10 au Python et moins 5 au Java, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Vous voyez l'idée? Super. Ah oui, donc là, c'est la partie un peu controversée. Donc, des fois, une fois, j'ai présenté ce que je vous ai montré là, ou ce que je vais vous montrer un petit peu après, j'ai présenté le truc de M&A, et on m'a dit, ouais, mais ChatGPT aurait pu le faire. C'est vrai, peut-être. Peut-être, et du coup, je vous propose cette carte pour savoir quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser de l'IA agentique. Donc ça, en gros, ça, c'est la répartition des tâches. Ça, c'est les tâches critiques, moins critiques, fréquentes, pas fréquentes. Donc, est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'IA sur des tâches critiques et fréquentes? Je vous remets ce petit graphe là pour vous rappeler de la fiabilité. Globalement, quand c'est critique et fréquent, en fait, il faut de la fiabilité parce que c'est quelque chose qui est important pour mon business. Donc, je vais pas avoir, faut pas que je déconne. Et pareil, vu que c'est fréquent, en fait, si ma tâche elle me coûte 10 centimes de plus, au final ça s'accumule et donc on préfère éviter ça. Donc là, de préférence, il faut essayer de minimiser la partie IA et du coup essayer de, voilà, s'il y a de l'IA, c'est vraiment au sein des workflows pour faire quelque chose qu'on maîtrise bien. Donc là, pas ouf. Ça va, vous êtes d'accord ou je vous force la main? Vous me dites, hein. Ensuite, c'est est-ce que c'est important d'utiliser, est-ce qu'on utilise des agents là dans la partie critique ou enfin, voilà, on est sur une tâche critique et qui arrive qu'une seule fois. Par exemple, une grosse décision à $1 million. En fait, pareil, hein, c'est un one-shot, c'est super important, il y a un gros impact. Il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire. Donc je ne peux pas dire à un agent, j'investis ou pas? Et surtout, et ça c'est très important, c'est l'avantage compétitif, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Ça veut dire que si je suis capable de déléguer en fait, ce type de décision à un système, j'apporte quoi en fait? Donc voilà, il y a un avantage compétitif à savoir prendre ces décisions. Ça va? Donc pas ouf. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA un peu agentique dans la partie fréquente et négligeable? Un peu plus? Bon, un peu plus, oui, effectivement, je suis d'accord. Mais globalement, il y a en fait, le fait que ce soit récurrent, voilà, encore, c'est un petit peu comme ça. Ça va engendrer des coûts. Enfin, plus j'utilise de l'IA agentique, plus j'engendre des coûts. Et au final, peut-être que je peux minimiser mes coûts de traitement si je fais une fois l'effort de comprendre ce qui se fait et dire quelle est la structure de la tâche et avoir quelque chose qui, voilà. Mais bon, c'est moins gênant. Donc on dit moins rouge. Et au final, le dernier cadran, ça arrive jamais et c'est négligeable. Genre, je vais réserver mon billet d'avion pour aller je sais pas où, ce genre de truc. Enfin, bon, faut pas qu'il se loupe, mais l'impact est moins important. Et effectivement, là, si c'est fiable, je mets le truc. Mais du coup, est-ce que la réindustrialisation du pays, sa compétitivité au niveau international, est-ce qu'elle passe par ça? Non. Elle passe par ça, elle passe par ça. Donc en fait, c'est super important de ne pas perdre du temps sur « Ah, je vais faire un agent qui me fait mes slides ». Déjà parce qu'il les fait mal et qu'il ne gère pas l'ambiguïté comme moi je la gérerais, mais surtout parce qu'en fait, ça n'a aucune valeur industrielle. C'est pas ça qui crée de la compétitivité. La compétitivité, elle est là et elle est là. Et donc il faut aller sur l'expertise. Voilà, après il y avait ce truc-là, mais on s'en fout. Ça va jusqu'à maintenant? Je vous montre une démo?
Ok, donc, alors ça, c'est mon travail, là, donc c'est le résultat de 2 ans d'expérimentation, mais c'est mon travail sur les 6 derniers mois. C'est quelque chose que j'appelle la toile, et c'est une façon, en fait, d'incarner un petit peu tout ce que je vous ai dit là de manière pratique. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Donc, je vais vous montrer la Lune. Regardez pas mon doigt. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, je montre le truc aux gens, et en fait, déjà, ils bloquent sur l'interface. Ensuite, ils bloquent sur ah, mais j'aurais pu le faire avec ChatGPT. Oui, c'est pas ce que je suis en train de dire, j'essaie d'illustrer le process. Donc, je vais vous montrer des cas un peu simples, mais c'est pour illustrer le process. D'accord? Donc, ça, c'est ce que j'appelle la toile. C'est un gros canvas comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est aussi brut? C'est parce que c'est ce que je disais. Parce qu'en fait, ce truc-là, il est fait pour adresser des problèmes que je connais pas. Une fois que je connais le problème, je le sors de là et ça devient une interface, ça devient un bouton, ça devient quelque chose. Mais au début, je connais pas le problème. Et donc, moi, ma perspective, c'était de dire qu'en fait, je vais devoir agréger plein de sources avec plein d'outils différents pour que je comprenne mieux le problème et que je puisse prendre une décision. Ok. Voilà, donc je vais vous montrer, en gros, il y a plein d'outils dans la toile que les gens peuvent utiliser un petit peu comme ils veulent et composer tout ça à leur guise. Donc là, par exemple, alors, donc ça se présente un petit peu comme ça. Donc, en gros, c'est du texte en Markdown. Bon, des fois, ça fait du texte vert, ça fait peur un peu aux adultes, mais c'est pas. Alors, en gros, il y a des nœuds. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Donc ça, c'est plein d'outils qui font des trucs très différents. Et cet outil, il est très simple. C'est pour ça que je l'utilise pour faire la démonstration. Il s'appelle QURL. Et comme son nom l'indique, ben, ça fait des queries à des URL. Donc ça pose des questions à des sites web. Ok. Donc là, par exemple. Voilà, donc là je viens de l'ouvrir et là il est déjà prêt, donc je vais juste le sélectionner celui-là. Donc là par exemple, admettons que je suis en train de réfléchir à de l'extension industrielle aux États-Unis et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir des informations, enfin des informations économiques sur certains États, d'accord? Donc là en fait j'ai récupéré 3 sites web, je pourrais en avoir plus, et je voudrais poser une seule question. Ok? Ça va? Ça je peux le faire sur ChatGPT, hein. Mais ce qui va se passer sur ChatGPT, c'est que en fait, ChatGPT, il prend aucunement en compte le caractère systématique de la tâche. Là, moi, ce que je veux, c'est aller sur un site web, récupérer le contenu, poser la question. Aller sur notre site web, récupérer le contenu, poser la question. Ça, c'est systématique. Je n'ai pas besoin que le chatbot réfléchisse à je vais aller sur ce site web, mais maintenant, je vais aller sur ce site web. Ça va surcharger sa fenêtre contextuelle. Plus il y a d'informations, moins il est fiable. Et donc, ça, c'est pas du tout optimal. Mais comme je vous ai dit, il y a une grosse partie systématique. Donc, ça, en fait, je peux décharger le chatbot. Voilà. Donc là, je vais supprimer ces nœuds. Et du coup, voilà. Donc là, ce truc-là, je le passe en rouge, ça veut dire prépare-toi à être exécuté. Et ensuite, voilà, je vais exécuter le truc. Et donc là, ce que vous avez, bon, désolé, c'est raw, mais mais c'est comme ça. Donc là, en gros, la commande a été détectée. Et du coup, là, sur chacun des sites, en gros, je récupère le contenu, oui. C'est toi qui sélectionne tes sources? Ouais, bien sûr. Ok. Oui, bah, c'est l'idée, hein. J'ai identifié des sources, Ouais. et après, je vais les exploiter. Donc là, voilà, en gros, ça, c'est ce qui se passe derrière. En gros, ça, à chaque fois, le modèle, mon code, il allait récupérer la page web, il la donne à un modèle de langage en lui posant la question que moi j'ai posée, et ça, c'est la réponse. Ok. Et donc là, du coup, bah, j'ai mes résultats, et que je peux vérifier, que je peux venir modifier. Voilà, je peux écrire du texte ici si je veux. Du coup, ça, c'est super facile, en fait, pour venir et faire des modifications. Donc, je peux injecter de l'expertise si je veux, avec d'autres outils éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, maintenant, là, j'ai que 3 sites web, mais je pourrais en avoir 1000. Et imaginons que j'ai besoin de faire un traitement de ces sites web. Là, c'est intéressant d'utiliser l'IA parce que par exemple, je sais pas, je pourrais avoir envie de traiter, de faire un filtrage comme ça en disant tu ne gardes que les États qui sont branchés démocrates parce que je veux rester là. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que la toile permet de faire. Donc, c'est où ce truc classifier un filtre, voilà. Donc là, en fait, je vais lui dire tu choisis l'outil qui va faire un filtre. Hop. Voilà, il est sélectionné. Donc là, maintenant, en fait, cet outil, ce qu'il me dit, c'est choisis les trucs qui t'intéressent, tu les passes en vert pour dire que c'est des cibles, et tu choisis ta règle de filtrage. Je vais la mettre là, tu la passes en rouge. Donc en gros, là, ce qui va se passer, c'est que ce truc-là, ça va être ma règle de filtrage, et ce que le modèle va voir, c'est voilà la règle, voilà le contenu. Est-ce que tu le gardes ou pas? Et après, il fait ça pour tous les nœuds. Mais ça, je pourrais l'appliquer sur 1000 nœuds. Alors que si je donne ça à ChatGPT et que je lui dis tiens, voilà une liste de 1000 éléments, tu me les filtres, bah, il répond pas. Ou alors il faut tout relire, ce qui n'est pas efficace. Et ça, c'est pour illustrer un petit peu le côté systématique de la tâche. Voilà. Donc l'Alaska, généralement, c'est considéré comme un État qui est très républicain, donc en général, il va virer ce truc, et du coup, les autres éléments vont rester. Voilà. Donc celui-là, il est parti, et les autres sont gardés. Vous voyez. Donc en gros, c'est une façon en fait, d'utiliser des outils où on permet d'avoir une approche un peu systématique de la tâche. Dès qu'on voit une structure qui se répète, on dit ah ok, bah, c'est comme ça et je peux l'appliquer. Voilà. Donc ça, c'est moyennement intéressant. Ce qui est plus intéressant,
par exemple, en gros, donc là, j'ai le même nœud, sauf que là, j'ai mis beaucoup plus d'états et j'ai posé une question plus spécifique parce que maintenant, j'ai un peu d'expertise sur comment le site est fait, donc je vais demander des informations plus particulières. Et ben du coup, voilà, donc je pose toutes mes questions et en fait là, bon, je vous passe tout le truc, mais en gros, ça va générer une donnée structurée. Voilà, donc là, je sais que l'Arizona, il a telle structure, voilà les informations économiques de cet état. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ben maintenant, je peux, donc je vais vous montrer, hop, je vais faire ça. Donc là, je vais sélectionner tous ces nœuds pour dire, ok, c'est ceux-là qui m'intéressent parce que bah, peut-être j'ai fait mon filtrage et ainsi de suite. Et là, je vais lui dire, donc là, c'est même pas de l'IA. Voilà, voilà. Donc là, je vais dire, écoute, donc ça, c'est même pas de l'IA. Je vais dire, bah, maintenant que j'ai ces éléments, tu vas tout me combiner dans un seul fichier. Voilà. Et ce fichier, il vient d'être créé ici, que je vous montre. Bon, ça, c'est très pénible à lire pour nous, mais pour les machines, c'est très clair. Et donc là, en gros, ça lui donne la structure des données, comment est-ce que les données, elles sont organisées, et où est-ce que sont les données. Bah ça, en fait, c'est une information très suffisante pour générer des plots, pour générer des analyses, parce qu'en fait, il a assez d'informations pour faire la manipulation. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je passe ce truc-là en vert, et là, je vais faire un petit plot. Je vais dire, ok, tu me fais un plot des salaires annuels versus le nombre d'usines. Et c'est une heuristique, donc voilà. Voilà. Et donc là, en fait, le code, il va être écrit à la volée. C'est pas un code qui est compliqué, c'est quelque chose qui a été vu plein de fois sur Internet, enfin voilà, en gros, vraiment, ce genre de plot, c'est très simple. Donc ça, l'IA, elle sait le faire. Et donc le code va être écrit à la volée. Moi, j'ai des éléments qui permettent de récupérer ce code, le sauvegarder et l'exécuter. Et là, du coup, j'ai mon résultat. Vous voyez un peu le principe, c'est pour être, c'est simple, hein, mais c'est juste pour illustrer la démarche. Et voilà, et en fait, les tâches souvent des exécutifs, bah, c'est ça. Et en fait, prendre des décisions importantes, c'est bah, je vais générer un peu de sensibilité sur mes données, je vais faire ces éléments. Et ce qui est super cool, c'est qu'en fait, derrière, là, je vous ai montré des nœuds qui étaient très simples, mais moi, j'ai des éléments qui permettent en fait de faire des analyses beaucoup plus poussées. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle de la modélisation probabiliste. Donc derrière, enfin bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, derrière ça fait du sampling, MCMC, machin bayésien, tout ça. Et en gros, ça permet, par exemple, j'étais en train de faire une modélisation pour savoir si c'était intéressant de faire un partenariat avec une boîte d'IA française. Je ne dis pas le nom. Et du coup, ce que je voulais essayer de modéliser, c'est à quel point le côté AI sexy, il est attractif. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LinkedIn et j'ai récupéré des posts sur certains sites et sur certaines pages. Et à partir du coup de la teneur de ces posts, en fait, on fait une espèce de classification binaire. Et ça me permet de savoir à quel point les gens sont réceptifs. Donc si demain je dois aller pitcher ce groupe-là, je ne vais pas lui dire regarde l'IA agentique, c'est trop fort. Par contre, si je vais pitcher ce mec, lui, je vais lui dire. Et si je fais ça sur un panel assez large, ça me permet en fait d'avoir une modélisation en disant ok, en gros, sur ce panel, la sensibilité, elle est comme ça. Donc du coup, ça me permet de caler un paramètre et ensuite de dire, bah, en gros, le sex appeal de l'IA, en gros, le fait d'annoncer un partenariat, ça va nous placer dans des conditions qui sont favorables ou pas. Et ça, c'est par exemple ce qui va gérer ce paramètre, hein. Bon, voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, c'est pour vous illustrer que si vous faites l'effort de rentrer de l'expertise, après, elle peut être rendue disponible et ça peut vous permettre de minimiser les approximations, d'être plus précis, d'aller plus loin et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des... Ça va ou c'est à peu près clair? Véronique, la dernière fois, elle m'a dit fais simple. Alors moi, sur la dernière partie, j'ai un petit peu décroché. Oui, bon, c'est un peu technique, mais c'est pour illustrer voilà, l'injection de l'expertise et la façon de la contrôler à grande échelle. Voilà. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est bon. Ah oui, alors attends, parce que s'il y a des questions, il faut un autre micro, pardon, que j'ai mis en train de charger. Là. Là. Hop. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je... Ah bah oui, bah du coup... Ouais. Ouais, attends, tiens, prends, fais-le... Il y a une question derrière. J'ai une petite question concernant la bulle IA dont vous avez magnifiquement bien parlé. C'est vrai que c'est une vision très expert, hein, parce qu'on n'entend pas ce genre de discours en règle générale, on va dire. Quelle vision vous avez sur le futur proche, les agrégateurs, tout ça, comment ça va finir? Je ne suis pas expert financier, donc j'aurais du mal à être précis. Moi, je pense que les modèles de langage qu'on utilise, ils ont de la valeur.
mais ils ont de la valeur si on fait l'effort de l'expertise, de l'intégration, et c'est pas un truc magique. Et le problème là, c'est que les gens, au final, moi, ce que je montre souvent quand je fais cette présentation, c'est que ça utilise peu d'IA, donc j'utilise moins de tokens. Et les gros, enfin les hyperscalers, en fait là, ce dont ils ont besoin, c'est d'une utilisation massive. Donc c'est clair qu'il y a un gros delta entre le revenu. Moi, ce que je lis, c'est que ça va mal se finir. Et bon, après, je pense que c'est un peu le modèle là, d'Unerkrönig, là où ça fait ça. Donc on va peut-être passer par cette phase. Ce qui est dommage, c'est que les entreprises, elles risquent d'en pâtir, je pense. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent beaucoup de fonds dans ces trucs-là. Alors qu'en fait, la valeur, moi, je la vois, elle est accessible. Mais elle demande un travail qui n'est pas... En fait, voilà, comme la formation, par exemple. On passe beaucoup de temps sur la formation prompt engineering, on va former les gens à l'IA. Mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est former les gens à une vision système. Il faut former les gens à une espèce de vision technique qui est dure. Parce que la partie IA là-dedans, mais c'est la plus facile. Ça prend rien. Par contre, savoir comprendre une tâche, c'est ça qui prend du temps. Donc moi, je pense que voilà, si jamais ça explose, il y a peut-être des boîtes qui vont se faire faucher. Effectivement, les gens qui sont que sur de l'agentique, va falloir s'accrocher, quoi. Et ce qui sera différenciant, après, ça sera l'expertise. Mais ceux qui arrivent à utiliser effectivement ces systèmes et les boîtes qui arrivent à s'en saisir, elles vont pouvoir passer un cap. Ok, Ça va ? parfait. Merci Mehdi pour ta super présentation. C'est gentil. Il est clair qu'avoir une expertise facilite grandement la tâche. C'est la conclusion que j'en ai. Ensuite, maintenant, je ne vais pas te poser la question. Que penses-tu du no-vibe coding ? En fait, Parce il y a... que là, c'est le gros truc. Et tu lis pas mal d'articles te disant que tu peux créer ta start-up même Non, ça, c'est une erreur. Voilà. Donc, je pense que ça c'était pour générer une polémique, mais je pense que... Non, mais ton par point de vue contre, sera il y a intéressant. une façon... Non, j'ai un outil qui est un peu plus compliqué, donc je ne l'ai pas montré, mais que c'est mon chef-d'œuvre, je crois. Ça s'appelle Code Artist. Et je pense qu'en fait, il y a une façon de faire Donc, en gros, le vibe coding, c'est ne pas rentrer dans le détail. C'est laisser l'IA coder. Pourquoi est-ce que ça pose un problème, ce truc-là ? C'est parce qu'en fait, les gens, ils sont trop ambigus sur la tâche. On va sur Lovable ou je sais pas quoi, on dit fais-moi une application qui fait ça. Déjà, ça n'a aucune protection, parce que si quelqu'un le fait, bah, moi, je peux le faire aussi. Donc, il n'y a pas de protection. Par contre, en fait, utiliser l'IA pour coder, ça, c'est très pertinent. Et il y a moi, bon, je vous montre vite fait. Je résiste pas. C'est où ? C'est la Game Theory. Ok. Bon, désolé, c'est un peu technique, mais... là, en gros, ces nœuds-là, ça, c'est des nœuds qui font du vibe code. Donc, en fait, là, ce que je fais, c'est un nœud qui s'appelle un loader. Donc, en fait, ce nœud, il va chercher une fonction chez moi, que j'ai écrit moi, dans laquelle j'ai confiance. Okay ? Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je lui dis, écoute, je passe ce contexte, et je lui dis, toi, tu vas faire une variation de ce que je connais. Et donc, ce code-là, je ne l'ai pas écrit moi. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que le contexte qui est passé là à l'IA, il est suffisamment restrictif pour qu'en fait, elle ne parte pas dans les choux. Et que en fait, j'ai plein de structures qui permettent de contrôler. Et au final, ce graphe-là, je l'ai construit pour régler un problème de théorie des jeux la dernière fois, sur une position stratégique. Et c'est ultra puissant, en fait, d'utiliser l'IA pour coder, modulo la restriction, en fait, la spécification de la tâche, pour qu'en fait, elle ne puisse pas partir et qu'on ait des manières de contrôler. Et à la fin, j'ai fait quelque chose qui, enfin, je peux pas c'est un peu long, mais oui, il y a vraiment beaucoup de valeur. Mais encore une fois, comme pour tout, il faut générer de l'expertise et contrôler le système. Ouais. Moi, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Moi, là, je me forme sur le no-code et donc contournement. Et à la base, il y a recueillir le besoin, et justement découper les process. J'étais en train, je me souviens plus de mon mot de passe, du coup, je me rappelle plus des termes exacts, mais il y a des manières, en fait, de découper les process, mais tous les process, tous nos process internes. Et moi, j'ai trouvé que c'était hyper utile justement pour avoir cette vision systémique, de se dire mais mais en fait voilà comment en fait mon process il est structuré, voilà où c'est clair qu'il faut de l'humain, et voilà les trucs chiants où il faudrait trouver une autre manière de fonctionner. Et je me dis que cette mode quand même du no-code qui est hyper accessible, on en avait parlé parce qu'on se connaît, je dis, moi je m'étais jamais intéressée à l'informatique et du coup au process et à rien avant que cette mode IA et no-code arrive. Et je trouve que ça démocratise
peut-être Oui. un peu l'accès parce que si on part justement du recueil du besoin et du coup du découpage des tâches, ça me met dans le même, Mindset. le même état d'esprit que quelqu'un comme toi qui fait des trucs compliqués. Et peut-être on va pouvoir commencer à parler la même langue parce que là, je me dis, tu présentes ça en effet à une entreprise. Comment tu peux bosser avec quelqu'un qui a aucune acculturation sur ces sujets-là pour construire ensemble une solution où il faut qu'il te fasse complètement confiance sur tout? Ça, c'est compliqué, hein. Ça, c'est très compliqué. Il y a eu des cas, nous, où on était sur un projet où il fallait il fallait identifier l'état physiologique de la personne à partir de données physiologiques. Et donc, on fait le travail, et à la fin, eux, ils veulent une application avec une interface, avec de l'IA générative. Et en fait, immense problème, parce que je me dis, mais on met quoi dans l'interface? Parce qu'ils ne savent pas poser de questions sur la partie physio, et ils ne savent pas poser de questions sur la partie technique. Qu'est-ce qu'on leur donne, en fait, pour qu'ils... Voilà, donc en fait, on a fait le travail pour eux. Au final, eux, ils ont besoin d'un bouton. Mais du coup, effectivement, mais ce problème, il est là, et il est très vrai. Et je pense effectivement, au moins le no-code, ça donne aux gens une vague idée de la structure de la tâche. Et ça permet après, effectivement, d'avoir un langage qui est plus proche l'un de l'autre, et de se comprendre. Mais c'est très compliqué de faire face à des gens qui n'ont aucune expertise, ni sur leur domaine, ni sur la partie technique. Ouais. C'était un petit peu pour parler de ça. À l'origine, je faisais l'automatisme industriel pour des boîtes. Et souvent, donc, on avait ce truc entre comment être capable de diviser la tâche que doit faire la machine et par rapport à ce que attend en fait le client et le créer. Et on utilisait un truc qui ressemble un peu, on va dire, en code aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore beaucoup utilisé, hein, parce que je faisais ça il y a 15-20 ans. C'était le graph set. Et je trouve que c'était un truc qui était simple pour faire du procédural simple, pour l'expliquer justement à la personne en face. Voilà ce qu'on est en train de faire, voilà pourquoi on le fait. Et c'est plus simple en fait que de voir, on va dire, du workflow aujourd'hui en no-code comme les gens font. Là, c'est encore plus compliqué. Mais ça permet en fait de voir ça vous permet de voir un peu beaucoup de choses sont basées sur beaucoup de processus, basés sur des si, des ou, des loops. Déjà, on fait pas mal de choses avec ces trois choses, hein, faut être Clairement. clair. Et en fait, c'est ça, c'est quand on fait une tâche, on se rend pas compte quand on la fait tous les jours de chaque petite étape, de chaque petit truc qu'on fait pour arriver à la fin. Et c'est là-dessus que quand on communique avec quelqu'un qui est en train de développer une solution, c'est d'arriver à expliquer ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et moi, je trouve, le graph set, je trouve ça cool de faire un graph set avec la personne comme ça sur le bout de papier. Et bon, voilà, c'est un peu ce que je fais pour. Ouais, mais il y a plein de formalismes comme ça où, en fait, moi, je me rends compte qu'on n'invente rien là. On réinvente des trucs et après, on met du marketing dessus, mais toutes ces idées, en fait, elles sont déjà établies. Regarde, il y a quelques petits ajustements à la base, parce que l'IA offre des nouvelles capacités, mais on n'invente rien, quoi. Par contre, on fait beaucoup de marketing. Rapide question, tu utilises d'autres modèles que les LLM ou Non, c'est vrai que, au final, les modèles de langage, ils ont quand même cet avantage d'être disponibles via API et tout, donc il n'y a pas besoin d'avoir de charge de calcul et tout. Et c'est vrai que, ouais, non, pas plus que ça. Avant, j'entraînais des modèles et tout, mais là, c'est beaucoup de trucs comme ça. Ou plus des modèles pas d'IA, quoi. Ce que je vous ai montré avec les courbes et tout, c'est pas l'IA. Classique, ouais. Moi, j'ai une question plus, on va dire, peut-être plus pragmatique, et ça, enfin, en tous les cas pour moi. Quand tu rencontres une boîte industrielle qui te dit, moi, je voudrais passer à l'IA. Je ne sais pas si elle peut formuler la question aussi brutalement et simplement, mais tu commences par quoi, en fait? Essayer de comprendre ce qu'ils veulent concrètement, quel est leur... est-ce que on est sur des approches un peu disruptives où ils veulent changer globalement le process? Est-ce qu'on identifie déjà des approximations qui sont trop brutales? Typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la boîte qui faisait le dispatching le dispatch des ressources pharmaceutiques. Eux nous ont dit on veut passer à l'IA sur ce process. Et en fait là c'est de dire ok concrètement qu'est-ce que vous faites? À quoi ça ressemble? Et en fait là on reconnaît un problème. On dit ok en fait là il y a une partie non structurée, ça c'est de l'IA. Là il y a une vraie ambiguïté, il y a un choix à faire. Ça c'est l'individu avec son expertise. Et après tout le reste c'est du système, c'est du code. Voilà. Mais il faut essayer de comprendre le process, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a un gros boulot au démarrage, quand même. Mais c'est ça le plus gros boulot, hein. Après, une fois que les specs sont clairs, ça tourne, quoi. Enfin, on sait ce qu'on a à faire, mais c'est très difficile de... Moi, je trouve, en fait, c'est ça que j'essaie de dire aux boîtes, c'est, en fait, il faut qu'on vous donne une canne à pêche. Et moi, c'est pour ça que j'ai construit ce truc-là, parce que j'ai pas l'ambition de dire, je peux régler les workflows des autres. Je veux leur dire, en fait, prenez cet outil,
parce que du coup, je l'ai construit pour que vous puissiez adresser toute la diversité de vos workflows. Moi, je peux pas faire tous les trucs sur Excel, déjà ça m'intéresse pas, mais je peux pas faire ça. Par contre, vous êtes dessus, vous savez ce qu'il faut. Bah voilà les outils. Faites ce petit effort d'acculturation, ce petit effort de... Parce qu'au final, les gens, ils veulent de la transformation, mais ils veulent tout transformer, ça veut... Faites ce petit effort de transformation, et après, vous pourrez avoir accès à quelque chose qui vous facilite votre tâche, mais c'est pas à moi de le faire. Mais quand tu dis vous, on est quand même sur des devs, là. Enfin, c'est pas. Non, je pense que justement, l'idée, c'est que ça s'adresse à... Ah oui, d'accord, enfin, genre Un peu plus. Que la personne RH ou la personne en charge de la logistique. Absolument. Parce que là, tu dis le petit effort, tu vois, ça peut paraître 4 étages, quoi, quand même. Je comprends, mais c'est vrai que l'interface, elle fait un peu peur, elle peut paraître un peu abrupte, mais globalement, par exemple, enfin, c'est juste que la diversité des tâches RH, elle impose en fait cette granularité. Sinon, on va dire, ok, je vais vous faire une plateforme générique et on va faire un... Oups, aïe. Ça va? Ça. Merde. Non, mais c'est. Pardon. Sinon, en fait, ça fait des plateformes génériques qui sont pleins de compromis pour tout le monde. Et au final, c'est ça qui est un peu problématique. J'étais au salon Big Data, ça s'est passé quand le mois dernier, à Paris, où il y avait... Ah oui, pardon, attends. On parle essentiellement au DSI. Discipliné, ce Fred. C'est des DSI qui viennent s'ambiancer avec l'IA. En conclusion, ils disaient non, mais on fait des trucs super géniaux. Par contre, il y a 95% des projets sur lesquels on est où les métiers ne voient pas de valeur. Parce que c'était des fournisseurs de solutions qui parlaient au DSI. Et donc tout le monde s'ambiance à monter des systèmes. Et après, on va voir les métiers en disant mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Les métiers, ils en ont rien à foutre. Ils ont leur expertise, leur problématique. On leur apporte des choses sur étagère où la marche déjà pour comprendre ce qu'on leur a apporté, elle n'a aucune valeur. Et je pense que effectivement, moi qui suis plus sur le terrain et pas avec des DSI, moi mes interlocuteurs qui n'ont aucune compétence métier, eux ils rêvent tous, qui est l'IA ou quand c'était d'autres sujets, ils rêvent tous du bouton magique. Ça n'existe pas. Donc nous on est sur des choses très réglementées, les plans de prévention, bah, je veux le bouton magique le logiciel pour me faire les plans de prévention, mais ça n'existe pas. Donc à un moment, Ouais. par contre après on peut automatiser un certain nombre de tâches. Et effectivement c'est au métier à s'en emparer, mais là, effectivement ce que tu disais c'est que la structure de pensée fait que je vais révolutionner le monde parce que j'ai mis le tableau Excel et puis je vais gagner une heure ou des semaines où on a des clients. Il y a des services entiers dans la pharma. Ils ont des services, c'est 100 personnes qui, chaque semaine, sont là que pour compiler des données dans des tableaux Excel. C'est hallucinant. Et on leur dit, mais ça, on pourrait résoudre ça. Voilà, c'est trop touchy. Ils préfèrent outsourcer, je sais pas où, en Pologne ou pour faire la tâche que déjà faire ça. Et après, ils viennent nous voir en disant, mais nous, on voudrait bien travailler sur la prédiction en accidentologie. Les gars, vous savez pas traiter un tableau Excel. Il faut y aller doucement. Alors, ils sont un peu déçus. Ils disent, c'est pas grave. Je vous donne l'exemple d'un industriel qui fabrique un peu d'électricité en France. Ils se disent, nous, on a un vrai problème d'accidentologie dans des centrales nucléaires. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Sangan, notre DSI, c'est un ingénieur. On a passé un deal avec Mistral, on leur a fouillé toutes nos données d'accidentologie, ça fait 1 an qu'ils travaillent, on n'a rien trouvé. Bah oui. Je suis pas surpris quand même. Mais voilà, c'est la DSI qui s'est emparée du projet, qui travaille en mode DSI. C'est un fait. Ouais, mais vraiment, le frein principal, c'est l'individu. Faut que les gens s'en emparent et il faut qu'ils comprennent et qu'ils aient cette vision. C'est ça qui permettra d'accélérer, mais bon, voilà. IA ou autre sujet, on est toujours dans la même... Oui, c'est ça, il n'y a rien qui change. Mais c'est juste qu'en fait, l'IA, elle est traitée comme une technologie à part. Et moi, il y a un essai qui est sorti là-dessus, mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est une technologie qui est très normale. Ça permet de faire d'autres choses, mais c'est normal. Mais bon. Et justement, vous parliez de formation. Au final, la formation, elle est peut-être nécessaire sur ces grands principes, en fait, sur une vision générale de la tech en tant que telle, on va dire, et comment elle peut apporter des solutions. Parce que aujourd'hui, après ça s'atténue évidemment plus on avance dans le temps, et c'est normal, mais c'est vrai que la plupart des gens à qui ont entendu 3 fois parler de l'IA sur BFM, ils
crois un peu à la poule pondeuse d'or. Ouais, mais c'est comme Internet. Je veux dire, l'information, elle est là, elle est dispo. Moi, j'ai jamais eu de cours. Hein. Oui, Et au final, c'est... Google, par exemple. Oui, voilà, l'information, elle est disponible, c'est à l'individu, quoi. Ouais. Les boîtes, elles peuvent aider. Moi, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai fait des présentations de ça. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a dit un truc, je disais, mais bah, tu m'arraches le cœur, en fait. Et il m'a dit, justement, c'est un petit peu ce contexte-là, c'était... il a utilisé Gemini pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Il fait « Wow, c'est trop fort, j'ai envie de remplacer des chefs de projet. » Je caricature. Et il dit « Mais par contre, est-ce que la boîte a pensé à des stratégies ou des outils, des formations ?» Ça fait 6 mois que je te parle de ça. Ça fait 2 ans qu'on travaille dans la même équipe. Ça fait 6 mois que je te montre ça. Et tu me dis « Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues ?» Bah en fait, si tu n'es pas réceptif, moi je peux rien faire, quoi. Je peux, mais du coup, voilà. Donc moi je trouve que c'est l'individu qui va... En fait, je trouve vraiment l'IA, c'est un multiplicateur. Si on a cette capacité à aller... si on a cette envie, en fait, et si on crée de l'expertise, ça devient un levier qui permet de faire des choses énormes. Moi, là, dans ces outils que je crée, en fait, ça me donne des leviers qui, au final, pour une boîte, là, refaire ce type de modélisation, ils ne le font pas parce que c'est trop cher. Alors que moi, du coup, je peux le faire très rapidement. Et vous avez vu, je vous ai montré un outil là, qui va sur Internet récupérer des liens. Bah, quelque part, demain, il y a une grosse décision à prendre, je récupère de l'information sur des sites, je la traite, ça me donne une vision sur un paramètre, je crée mon système et je fais une modélisation où je peux dire aux gens, regardez, suivant ce scénario, voilà ce qui va se passer. Et ça a beaucoup de valeur. Ah, peut-être, mais après, ça, c'est les entreprises, c'est les organisations humaines. Mais bon, voilà, globalement, c'est un problème humain, quoi. Voilà. Ça m'a fait marrer parce que ils disent mais l'IA c'est vraiment l'avenir. J'ai découvert ça, mon fils l'utilise pour tricher dans ses TD. D'accord, c'était le niveau d'expertise du board. Donc, et après on arrive avec nos solutions et on est un peu 30 ans en avance, enfin l'histoire d'il y a 30 ans en disant mais Internet c'est sans doute le futur. Ouais. Parce que le dirigeant avait vu tourner un vaccin quelque part. Donc on est à ce niveau-là. Et moi, l'acceptation après l'innovation, c'est dans mon sujet. C'est vraiment, nous, on a des solutions robustes qui tournent, on les montre, on fait des démos. Et les gars disent non, mais j'y crois pas. La ceinture de sécurité, ça ne marchera pas, votre truc là. Donc, on a du chemin. C'est sûr. Moi, Mehdi, le seul commentaire que j'aurais, c'est par rapport à tes sources d'informations. C'est étant donné que tu les commandes, peut-être qu'il y aurait des sources d'informations auxquelles tu n'aurais pas pensé. Oui, c'est sûr. Donc, voilà, c'est mais ça en fait, ma question. ça, c'était, je vous ai montré un espèce de checkpoint, mais par exemple, ces sources-là, on pourrait moi, j'ai des trucs qui vont par exemple sur Le Monde, qui récupèrent les articles parce que j'ai mon compte premium. Bah, du coup, je pourrais récupérer les liens d'ici, ensuite chercher. Enfin, en fait, je peux orchestrer aussi cette recherche pour récupérer les liens. C'est pas final, ça. Oui, là, j'ai fait ça pour vous montrer le principe, mais... D'accord. Derrière. Est-ce que tu as cartographié les algos qui répondent finalement aux principaux besoins industriels, logistiques? Oui, j'ai mon cercle de prise d'aide à la décision. Donc, je fais beaucoup de théorie des jeux, je fais du coup de la modélisation probabiliste, des systèmes dynamiques, de la prise de décision, en gros, c'est ça qui, à mon avis, est très scalable avec ce genre de choses. Voilà, optimisation combinatoire, operation research, ce genre de choses. Contrôle. Voilà, bon, ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Avec plaisir. Attends, j'enlève le micro, du coup.